Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Nous vous l'avions annoncé, cette année est l'année du lien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment améliorer votre autonomie individuelle grâce à la résilience collective. Étymologiquement, la résilience, c'est la capacité à rebondir. Mais j'aime aussi beaucoup le langage des oiseaux qui nous révèle parfois des sens cachés très intéressants. Avec cette perspective, résilience se compose de rési et liance. En d'autres termes, la résilience, c'est la résistance individuelle associée au lien avec les autres. En plus d'être agréable et convivial, vous allez voir que la résilience collective est non seulement compatible avec l'autonomie individuelle ou familiale, mais qu'elle est également très complémentaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous organiser simplement et efficacement, puis je vais vous donner plein d'idées qui vous permettront de développer la résilience au sein de votre groupe. Nous verrons qu'il est aussi possible de participer à plusieurs groupes pour élargir les possibilités. Et sur Odyssée, nous vous mettrons à disposition un document avec toutes ces idées. C'est parti! On commence par l'organisation. Le plus efficace est de créer des groupes informels. Oubliez l'association 1901, elle est faite pour mettre un maximum de contraintes et de formalités. Ça empêche les gens de pouvoir être réactifs, c'est tracé, ça donne un droit de regard de l'État sur les associations et leurs membres. Il y a des responsabilités et des obligations à la fois administratives, juridiques et financières. Bref, c'est une organisation très bloquante et totalement obsolète. Le monde de demain, c'est juste l'inverse. C'est le respect et la confiance mutuelle, sans autre formalité que la parole qu'on se donne les uns les autres. Pour ça, il suffit d'une association totalement informelle sur laquelle il n'y a aucune prise, ni administrative, ni juridique, ni financière. En fait, ce qui fait la cohésion du groupe, c'est tout un ensemble de valeurs et d'objectifs auxquels les membres du groupe adhèrent. Libre à chaque groupe de définir ses valeurs et ses objectifs. Pour ce qui nous concerne, ce sont des objectifs de résilience et d'entraide, avec des valeurs de bienveillance, de liberté, de respect des différences, d'acceptation que chacun est libre de s'impliquer au niveau où il le souhaite, et également de quitter le groupe quand il le souhaite. Donc c'est très intéressant de poser ses valeurs et ses objectifs dès le départ, afin de se regrouper avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. La force de cette façon de s'organiser et d'agir ensemble est qu'elle est basée sur la coopération volontaire. Aucune action n'est obligatoire, tout est libre. C'est une organisation à la fois simple et rapide à mettre en œuvre, qui ne demande aucun moyen financier et qui permet d'être très réactif pour faire face à une difficulté. Elle permet de bénéficier de la force et de la richesse du groupe en ayant beaucoup de souplesse et tout en gardant son indépendance, sa souveraineté et son autonomie individuelle ou familiale. Bien évidemment, des conflits peuvent survenir. Mais d'une part, cette organisation libre et informelle génère beaucoup plus de bienveillance que de conflits, et d'autre part, ces conflits peuvent être surmontés à condition d'accepter la médiation d'une personne neutre vis-à-vis du conflit, bienveillante et si possible formée aux techniques de communication comme la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. Beaucoup de conflits sont juste liés à des maladresses ou à des interprétations erronées et peuvent être apaisés assez simplement par un médiateur. Une fois le groupe en place, c'est déjà un groupe de convivialité, ce qui est agréable. Pour qu'il puisse devenir un groupe de résilience, je vous propose de lister les ressources du groupe ainsi que les idées d'action qui vont profiter aux personnes du groupe et qui vont rendre le groupe vivant. Pour les ressources du groupe, vous pouvez commencer par lister les compétences de chacun. Il peut s'agir de compétences professionnelles, mais également de compétences personnelles ou encore de temps disponible ou même de force. Ainsi, en cas de besoin, il sera facile de trouver quelqu'un du groupe qui pourra nous donner un coup de main ou nous conseiller. Vous pouvez aussi lister les équipements que les gens du groupe pourraient prêter ou mettre à disposition comme des outils, un tracteur, une cuve et un réchaud pour faire ses conserves en gros, un palan, une échelle, un moulin à farine, un puits, un système photovoltaïque autonome, une forêt, un réservoir de gaz, une CB ou du matériel de radio amateur. Certains de ces équipements ne servent que ponctuellement et peuvent être prêtés entre-temps.
D'autres peuvent être utiles en cas de coupure des réseaux d'énergie, de communication ou d'eau. Pour le jardin et la résilience alimentaire, il est aussi possible de faire la liste des graines disponibles chez les uns et les autres. Une autre liste intéressante est celle des producteurs locaux, même ceux qui ne font pas partie du groupe, car d'une part, il est intéressant de favoriser ces producteurs locaux, et d'autre part, en cas de crise, ce seront probablement des endroits où il sera encore possible de s'approvisionner. Et au besoin, il peut être possible de faire du troc avec un producteur local. Je vous propose également la liste des besoins. Chacun peut avoir des ressources qu'il n'avait pas pensé à mentionner, mais qui pourraient tout de même aider quelqu'un. Avec cette liste, vous pouvez le savoir. D'ailleurs, il est très intéressant de créer un document unique où pour chaque personne, on regroupe les compétences, les équipements et les besoins. En d'autres termes, ce que la personne peut offrir et ce qu'elle aimerait recevoir. Ainsi, si vous souhaitez faire appel à une personne pour ses compétences ou emprunter un de ses équipements, vous pouvez facilement voir dans la liste si vous aussi, vous pouvez répondre à un de ces besoins. Pour créer et mettre à jour facilement ces listes, un espace partagé en ligne est idéal. Mais je vous suggère que chacun la télécharge régulièrement et qu'au moins une personne en fasse une sauvegarde papier de temps en temps. Pour les actions collectives, énormément de choses peuvent être mises en place, tout en respectant bien sûr le choix de chacun de participer ou pas à une action. Je vous donne quelques idées, mais c'est loin d'être exhaustif. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, vous pouvez les mettre dans les commentaires de la vidéo. Il y a d'abord l'auto-formation des uns par les autres. Par exemple, une personne peut vous apprendre à faire des confitures et vous pouvez lui apprendre à greffer ses arbres fruitiers. Ces auto-formations peuvent même se faire en groupe. Par exemple ici, nous proposons des ateliers reconnaissance des plantes sauvages et comestibles et des ateliers lactofermentation dans les groupes auxquels nous participons. Soyez sûr que chacun a toujours quelque chose à apporter aux autres. Ensuite, il est intéressant de faire de la mise en lien des personnes du groupe ayant des besoins complémentaires. Par exemple, si une personne a un grand terrain, mais ni le temps ni l'envie de le cultiver, alors qu'une autre personne du groupe n'a pas de terrain, mais a le temps, l'envie et les compétences pour le cultiver, alors la mise en lien permet à ces deux personnes de créer un projet en commun et de partager les récoltes. Nous vous montrerons d'ailleurs un exemple inspirant de ce genre de coopération dans une prochaine vidéo. Vous pouvez redistribuer vos excédents aux personnes du groupe. Par exemple, si votre prunier mirobolant fournit plus de prunes que ce que vous ne pouvez en consommer, plutôt que d'en laisser pourrir, vous pouvez les partager avec les membres de votre groupe. Autre exemple, notre voisine a un cerisier très précoce, elle partage ses cerises avec nous, ce qui nous permet d'en profiter très tôt dans la saison, puis, quand c'est au tour de notre cerisier de donner des cerises, nous les partageons avec elle, ce qui lui permet d'en profiter elle aussi plus tard dans la saison. Il est possible de faire de même avec d'autres choses comme les légumes du potager ou encore du kéfir ou du kombucha. Une bibliothèque partagée crée du lien et des échanges riches. Pour ça, il suffit de faire une liste des livres que chacun peut prêter pour les rendre disponibles à tout le groupe. Le groupe vous permet d'ailleurs de trouver facilement des gens pour vous aider, comme par exemple dans le cas de travaux pour lesquels vous avez besoin d'être nombreux lors de certaines étapes. Autre action très intéressante, une opération abondance. Pour ça, vous pouvez inviter les membres de votre groupe à garder les noyaux et les pépins des fruits qu'ils consomment pour ensuite les planter dans le jardin des uns et des autres, voire même sur les espaces publics. Bien sûr, pour certains de ces arbres, il faudra les greffer d'ici 2 à 3 ans. Mais justement, avec la liste des compétences de chacun, vous pouvez savoir si quelqu'un du groupe sait greffer. Vous pouvez organiser des échanges de graines en début de saison. C'est particulièrement intéressant pour les légumes anciens, adaptés à votre terroir et libres de droit. Certains de ces légumes ne subsistent que chez quelques jardiniers. En les échangeant, non seulement ils seront plus largement diffusés, mais si un jour vous les perdez, vous savez que les graines seront disponibles chez d'autres personnes. Pour les enfants, il y a moyen de s'arranger pour au besoin garder les enfants des uns et des autres, mais il est aussi possible d'organiser des loisirs pour les enfants du groupe,
ou encore des ateliers d'apprentissage. Par exemple, un de nos voisins a proposé un atelier de fabrication de nichoirs à mésanges. C'est très convivial, c'est intéressant autant pour les enfants que pour les adultes. Il est aussi possible d'organiser des spectacles ou des projections privées qui permettent de contourner les lois liberticides. Je vous propose également quelques actions pour vos achats. D'abord, favorisez les producteurs locaux et les achats chez les gens de votre groupe de résilience. Ça développe une vie locale riche et dynamique et conviviale qui peut même créer des emplois locaux, donc qui sait, peut-être vous profiterez un jour. Il est aussi intéressant d'utiliser une monnaie alternative pour fonctionner avec les gens de votre groupe ainsi que vos producteurs et commerçants locaux. Ici, nous utilisons le jeu. C'est une monnaie alternative que j'ai décrite dans une vidéo qui est simple, rapide à mettre en place et à utiliser et qui conserve la richesse localement. C'est parfaitement adapté à un groupe de résilience. En vous mettant tous ensemble, vous pouvez aussi faire des achats groupés pour réduire vos coûts. Vous pouvez acheter du matériel permettant de communiquer en cas de coupure réseau. Certains sont très abordables comme des talkie-walkie et peuvent couvrir une zone de 5 à 10 km de rayon. Pensez à convenir d'une fréquence et d'une heure pour vous joindre en cas de coupure. D'autres matériels peuvent aider comme un mégaphone pour appeler à se rassembler ou encore une CB. Au besoin, il est même possible de remplacer la banque en s'octroyant des prêts entre des personnes du groupe. Dans ce cas, je vous suggère le principe de la banque à 3 cœurs décrit sur le site de Personocratia dont je vous mets le lien dans les commentaires. Enfin, vous pouvez mettre en place des actions qui vous permettent de réagir rapidement et efficacement en cas de besoin, comme une liste de diffusion mail, une liste de diffusion sur vos téléphones, un groupe de messagerie internet, et vous pouvez fixer un lieu et une heure pour vous retrouver en cas de coupure de réseau de communication. Vous pouvez bien sûr compléter ces idées et actions avec plein d'autres idées. La seule limite, c'est l'imagination. Pensez d'ailleurs à nous laisser vos idées dans les commentaires. Pour que votre groupe de résilience soit actif, il est important de le faire vivre. Je vous suggère donc d'organiser régulièrement des réunions pour partager un moment convivial, échanger et réfléchir à ce qui serait intéressant de mettre en place. Pensez toujours à rester dans les objectifs et les valeurs du groupe. Ça assurera la cohésion. Si votre groupe grandit, une option intéressante, mais pas obligatoire bien sûr, est que certaines personnes puissent être identifiées pour des rôles utiles à l'organisation. Il y a bien sûr le rôle d'animation dont on vient de parler, mais il peut également y avoir un rôle d'information. Là où les personnes qui ont ce rôle peuvent sauvegarder régulièrement les listes des ressources et diffuser les propositions d'action. Enfin, le rôle de médiateur peut être utile en cas de conflit. Cette résilience collective peut fonctionner à différentes échelles et il est tout à fait intéressant de la mettre en œuvre avec différents groupes. D'abord à l'échelle du voisinage, c'est un réseau qui se met très facilement en place puisqu'il est souvent naturel de se rendre service entre voisins. Il suffit donc de peu de choses pour créer du lien et de se mettre dans une dynamique de groupe. À l'échelle locale, vous pouvez créer ou participer à un groupe d'entraide et de résilience. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher des groupes qui existent déjà, comme Solidarita, Solaris ou La Vague, et dont je vous mets les liens dans la description. Il est également possible de faire plein de choses à l'échelle de la commune. Il vous suffit de proposer des actions dans ce sens. Les mairies sont en général enchantées lorsque des personnes arrivent avec des projets, surtout si ces projets sont organisés par des bénévoles et ne coûtent rien à la commune, comme c'est le cas pour les idées d'action que j'ai évoquées. Parfois, elles vous mettront même à disposition un local ou un encart dans le journal de la commune. C'est le cadre idéal, par exemple, pour planter des arbres fruitiers sur les espaces publics. Enfin, les réseaux de résilience peuvent eux-mêmes être en lien avec les réseaux voisins, ce qui permet d'élargir les possibilités. Il est ainsi possible de faire des échanges de compétences à plus grande échelle ou de s'organiser en cas de difficulté qui touche une zone plus large. Gardez à l'esprit que chaque groupe peut avoir des objectifs et des valeurs différentes. Ils ne sont pas concurrents, mais complémentaires. C'est tout un écosystème à l'image de la permaculture. C'est même la permaculture appliquée à l'échelle des groupes. J'espère vous avoir montré que la résilience collective non seulement n'enlève rien à votre autonomie
votre souveraineté, votre liberté et votre indépendance personnelle et familiale, mais qu'au contraire, elle vous apporte des liens de coopération qui vont considérablement renforcer votre autonomie tout en apportant beaucoup de convivialité et de partage. Cette résilience collective se développe de plus en plus et c'est véritablement le monde de demain qui est en train de se créer. Je vous souhaite la joie et le bonheur de nous rejoindre dans cette dynamique de lien, d'entraide et de partage et je vous dis à très bientôt.